2 mois après les attentats du 11 septembre 2001, Sors-nous de là! de nouveau à New York, La maison a vibré. un avion s'écrase. Tout brûlait dans la rue. Il y a 265 morts. C'était quoi? Ça ressemblait exactement au 11 septembre. J'ai demandé une couverture aérienne. Pour beaucoup, ce n'est pas un accident. On a cru à un attentat. C'était mon enquête la plus complexe. Il a piqué, pourvu que ce ne soit pas ce qu'on imagine. « 12 novembre 2001. Pour beaucoup d'Américains, le jour qui suit l'anniversaire de l'armistice de la Première Guerre mondiale est férié. Mais à l'aéroport Kennedy de New York, c'est un lundi comme les autres. Le vol American Airlines 587 va conduire 251 passagers aux Caraïbes. J'ai trop de bagages. L'équipage prépare le décollage. Gouverne de direction. Vérifié. Ok. Checklist roulage terminé. Ancien pilote de l'Air Force, le commandant Ed States est entré chez American Airlines 16 ans plus tôt. Prélèvement d'air activé. Température vérifiée. Je vais revérifier le vent. Le copilote Stan Moline sera aux commandes. 38,3 degrés. Vent vérifié. Ces hommes faisaient équipe depuis longtemps et ils s'entendaient bien. Donc, de ce point de vue-là, tout était normal. Donnez décollage prête. American 587, suivez le 747 de la Japan Airlines. Suivons Japan Air. Mesdames et messieurs, nous sommes enfin numéro 2 au décollage. Sitôt en vol, nous tournerons à gauche vers le littoral. Nous décollerons d'ici 2 ou 3 minutes. Le plan de vol prévoit la traversée de la baie Jamaïca, puis un virage au sud vers la République dominicaine. Les passagers ont tous hâte de troquer la froidure de novembre contre la chaleur des Caraïbes. Mais une voyageuse s'en réjouit encore plus que les autres. 2 mois plus tôt, Hilda Mayol a échappé aux attentats du World Trade Center. Elle travaillait au rez-de-chaussée lorsque les avions ont percuté les tours jumelles, faisant plus de 2500 victimes. Le 11 septembre a sûrement été, non, a été le pire attentat terroriste commis sur le territoire américain. Aucun New-Yorkais n'oubliera jamais le 11 septembre. Cette journée a changé la ville et le monde entier. Tout le monde était sous le choc. Et ça a duré des mois et des mois. American 587, Kennedy Tour. Turbulence de sillage, piste 31 gauche. Maintenez un point d'arrêt. TNC, préparez-vous pour le décollage. Tu as les commandes. Le commandant de bord a indiqué à son collègue qu'il serait pilote en fonction pour cette étape. Rien que de très habituel, c'est à sa discrétion. 587, 31 gauche, autorisé à décoller. Le copilote demande quelle distance les sépare de l'avion qui vient de partir. Écarte combien? Ça ira quand on sera au roulement. Cet avion devrait être à 5 nautiques lorsqu'on sera en l'air. Donc ça te va. Feu. Allumé. Checklist décollage vérifié. Roulement.
Merci. En bons professionnels, ils ont décollé en respectant les procédures. V1. Rotation. L'avion décolle à 9h14. American 587. Montez et maintenez à 13 000 pieds. Les riverains du Queens sont habitués au bruit familier des avions. Ils décollent et ils atterrissent à raison d'un toutes les 45 secondes. Donc tout était normal. L'A300 traverse des turbulences. T'es bien? Plein gaz. Ça va? Oui, ça va. Tiens bon, tiens bon. Mais les gaz! Mais à 700 mètres au-dessus du sol, l'avion perd rapidement de l'altitude. Bon sang! L'A300, chargé de 31 tonnes de kérosène inflammable, pique droit sur les petites maisons du Queens. Au départ, il a fait le bruit de n'importe quel avion. J'étais encore au lit, à moitié endormi. Le bruit est devenu plus fort et ça s'est mis à vibrer. C'est bloqué! Tour, regardez au sud. Un avion s'écrase. Accident. Sors-nous de là! Sors-nous de là! La maison a vibré de plus en plus. C'est allé très vite. Le carburant alimente une boule de feu gigantesque qui dévaste plusieurs habitations. L'avion a explosé dans un jardin, derrière une maison. La fenêtre a viré à l'orange vif. Il y avait du bruit. Je me suis précipité à la recherche de mes lunettes et, avec mon père, on est sorti de la maison. Il manque un vol? American 587. Dehors, tout ce que je voyais, comme je n'avais pas trouvé mes lunettes, c'était que tout brûlait dans la rue. Un côté de notre maison était en flammes et il y avait de la fumée noire qui montait très haut. C'était quoi? Je me suis retourné et j'ai vu que la cuisine était remplie d'une épaisse fumée noire. À l'heure où l'incendie ravage ce quartier habituellement paisible, la ville encore sous le choc des attentats replonge dans la peur et le chaos. J'ai tout vu et j'ai dit aux gens de partir! Reculez! C'est affreux. La mère de Jason, Lois, reçoit l'appel le plus angoissant de sa vie. Mon mari était hystérique. Il hurlait que la maison était en feu, qu'il fallait que je rentre. Je me suis mise à paniquer parce que je ne savais pas où était Jason et je suis rentrée à Rockaway. Je ne l'oublierai jamais. Ça ressemblait exactement au 11 septembre. Il y avait de la fumée noire et des flammes sur plus de 1500 mètres, comme si tout le coin brûlait. J'ai compris que ma maison était fichue. J'étais en état de choc. Par ici! J'ai entendu Mark et Jason appeler. Je me suis mise à courir. J'ai failli tomber dans les pommes. Et ils m'ont dit qu'un avion était tombé. Cette scène de cauchemar semble faire écho à ce qui s'est passé 2 mois plus tôt. Les 260 personnes qui étaient à bord ont été tuées, ainsi que 5 autres au sol. On a cru à un attentat. Beaucoup redoutent le pire. Le maire de New York, Rodolphe Giuliani,
rassure ses administrés. Avec le président Bush, j'ai demandé une couverture aérienne au chef d'état-major. Les aéroports ont fermé et en accord avec le gouverneur, on va bloquer les ponts et les tunnels pendant 1 heure ou 2. J'ai cru à un attentat plutôt qu'à un accident. Mais pourquoi à Rockaway? Pour la seconde fois en 2 mois, les aéroports new-yorkais ferment et les vols sont annulés, bloquant des milliers de passagers terrorisés. Craignant qu'il s'agisse d'un acte terroriste, le FBI envoie aussitôt des agents sur les lieux. Envoyez-moi les témoins oculaires. Barry Mohn est directeur adjoint de l'antenne new-yorkaise du FBI. 8 semaines plus tôt, il avait fait évacuer son équipe juste avant l'effondrement des tours jumelles. On était en plein dans l'enquête sur le 11 septembre. Donc, quand on m'a informé de ce nouvel événement, je me suis aussitôt demandé s'il s'agissait d'un autre attentat. Mais le FBI n'intervient pas seul, car il s'agit d'abord et avant tout d'un drame aéronautique. Le NTSB, qui supervise l'enquête, expliquera ce qui s'est passé au peuple américain. Pour l'équivalent américain du Bureau d'enquête et d'analyse, la tâche s'annonce des plus épineuses. En effet, un avion de ligne et 4 maisons ayant été détruits, trouver des preuves s'annonce particulièrement ardu. C'était mon enquête la plus complexe. Robert Benson, qui travaille au NTSB depuis 17 ans et a déjà enquêté sur 30 accidents majeurs, est à la tête d'une équipe de 21 personnes. On aime croire qu'on aborde chaque enquête en étant ouvert à toutes les possibilités, mais on n'est que des êtres humains. Et comme cet accident avait eu lieu juste après la tragédie du 11 septembre, on a tiré des conclusions hâtives. Donc ensuite, on s'est obligé à faire marche arrière et à étudier les preuves dans le détail. Mettez tout au même endroit. Murphy, agent Mohn, FBI. Spécialiste structure et matériaux, Brian Murphy a lui aussi déjà participé à de nombreuses enquêtes du NTSB. Mais celle-ci a un parfum particulier, car il connaît bien ce quartier. Je n'y avais pas prêté attention jusqu'à ce que je voie l'église où on avait enterré mes grands-parents. Ça m'est revenu en arrivant dans la 129e rue. Mes cousins et moi, on était gamins et on était tous là. Il a piqué. Pourvu que ça ne soit pas ce qu'on imagine. Le NTSB et le FBI vont passer les lieux au peigne fin jusqu'à ce qu'ils obtiennent la réponse à une question cruciale. Est-ce un attentat ou un accident? Les bouts d'avion dans le conteneur, le reste ici. Il est difficile de faire le tri entre les décombres des logements et les fragments de l'appareil. Il faut trier les morceaux d'avion et les restes d'habitation. Ce n'est pas la peine de ramener les vestiges de 4 maisons. Il faut être le plus efficace possible sur les lieux et récupérer les éléments de l'appareil sans en oublier. Ce n'était pas dans l'avion. Quand on fait ce métier depuis longtemps, on reconnaît un avion en n'en voyant que 10%. Mais la destruction du fuselage et des ailes était telle que j'irais jusqu'à dire qu'un néophyte aurait eu du mal à deviner qu'un avion était tombé à cet endroit. L'A300 s'est abattu dans une zone urbaine à forte densité. Et des centaines de témoins ont hâte de donner leur version des faits. J'ai entendu du bruit et j'ai vu un avion en flammes. L'avion a explosé en plein vol. Je dormais à moitié et un bruit très fort m'a réveillé. Les dépositions ne font que renforcer la thèse de l'attentat. Certains témoins ont dit que l'avion avait explosé en l'air. Il y avait eu une énorme boule de feu
Comme s'il y avait eu une bombe à bord. Si tel a été le cas, les débris emporteront la trace. Des spécialistes ont examiné toutes les pièces pour voir si elles portaient des entailles ou si elles étaient tordues vers l'extérieur. Ce qui aurait indiqué qu'une explosion à l'intérieur de l'avion avait déformé le fuselage. Ça a explosé de l'intérieur, mais il n'y en avait pas. Malgré tout, il faut chercher d'autres traces. Les spécialistes ont cherché des résidus d'explosifs. Ils indiquent que tel ou tel événement est dû à une déflagration. Les prélèvements sont envoyés au laboratoire. On a également effectué d'autres recherches. À l'aéroport, on a interrogé les bagagistes et le personnel de la compagnie aérienne pour savoir si quelqu'un avait remarqué quoi que ce soit de suspect concernant les passagers du vol. Le FBI et le NTSB pourraient rapidement obtenir des réponses. Dès le lendemain du drame, ils mettent la main sur les enregistreurs de vol. Alléluia. Reste à savoir ce qu'il cache. En attendant la lecture des données, les enquêteurs continuent de fouiller les décombres, mais un fragment d'épave n'est pas dans le Queens. La dérive était à quelques kilomètres. Elle est dans la baie Jamaica, entre l'aéroport et le Queens. Preuve qu'elle s'est détachée en plein vol. Ça a été un premier pas important. La dérive, associée à l'empennage horizontal, assure la stabilité en vol. Ces éléments, l'horizontal et le vertical, sont un peu comme l'empennage d'une fléchette. Ils permettent à l'avion de voler droit. C'est impossible de voler sans la queue. L'avion ne peut que s'écraser. On va analyser la queue au hangar. Pour des enquêteurs chevronnés, cette découverte contredit la thèse de l'attentat. Avec la découverte de la dérive à plusieurs kilomètres de l'épave, on a commencé à espérer qu'il ne s'agissait pas d'un attentat. En effet, un terroriste aurait eu le plus grand mal à faire sauter cette partie de l'avion. Le NTSB travaille à toute vitesse. En effet, si ce n'est pas un acte terroriste, cela signifie peut-être qu'un des avions les plus utilisés, l'A300, souffre d'un défaut grave. On a encore un peu accéléré le rythme de l'enquête, parce que ce modèle d'avion n'avait pas été interdit de vol. Donc il fallait faire une enquête exhaustive, mais rapide. Montrez-moi les données de la gouverne. Les enquêteurs misent sur l'enregistreur de paramètres. Et justement, vous avez vu? La gouverne de direction fait virer l'avion en déviant l'écoulement de l'air. Plus elle pivote, plus elle détourne d'air, plus on tourne. D'où ça vient? L'enregistreur de paramètres montrait que la gouverne de direction avait bougé dans les deux sens rapidement et plusieurs fois. Mais pourquoi? Les pilotes ou un seul d'entre eux l'avaient peut-être actionné. Les enquêteurs sont perplexes. L'équipage a apparemment eu du mal à contrôler l'appareil pendant les 30 dernières secondes du vol. Et juste après, l'avion a piqué brutalement et accéléré. Seule explication possible, cela correspond au moment où la queue s'est arrachée. Un coup de gouverne, et 7 secondes après, la dérive casse. Pourquoi? Les enquêteurs espèrent que l'enregistreur phonique leur expliquera pourquoi les pilotes
avaient autant de mal à contrôler leur Airbus et pourquoi la queue s'est arrachée en plein vol. Cet enregistreur est un appareil numérique qui capte les bruits audibles dans le poste de pilotage et certains à l'extérieur. Les enquêteurs écoutent les derniers instants du vol. Si une bombe est à l'origine du drame, ils l'entendront exploser. Turbulence de sillage? Ouais. Les pilotes mentionnent les turbulences provoquées par un autre avion. Stan Moline veut apparemment accélérer pour les traverser. 250 nœuds. Plein gaz. Ça va? Ouais, ça va. Bien bon. Y a-t-il eu une explosion? On a entendu des bruits secs et un gros craquement. Et ils étaient anormalement forts. À 15 minutes 58, la queue tombe. Qu'indiquent les paramètres à cet instant? On a défini le moment précis de l'arrachement. Bon sang! Qu'est-ce qui se passe? C'est bloqué! Sors-nous de là! Sors-nous de là! Les explosions émettent un son caractéristique. Je n'entends pas de bombe, mais on ne l'a pas perçu. Sur l'enregistreur phonique, rien n'indique qu'une bombe a détruit l'avion. En prime, les résultats des analyses confirment l'absence d'explosifs sur les débris. Il n'y avait aucune trace d'un engin incendiaire à bord, pas de revendications et aucune activité suspecte à l'aéroport ou parmi les passagers. Pas de traces d'explosion. De toute évidence, il s'agissait soit d'un problème mécanique, soit d'une erreur de pilotage. Ça colle avec ce qu'on a trouvé. Comme ça n'était pas un acte criminel, on remballe, on a fini. On n'avait plus qu'à partir. Le FBI laisse le champ libre au NTSB. Ça n'était pas un attentat, mais un accident. Donc, l'enquête a changé d'orientation. Retour à l'épave. Il faut y voir clair. Il faut répondre à une question déconcertante. Comment une dérive peut-elle tomber? À l'époque, j'étais enquêteur en chef au NTSB depuis une vingtaine d'années. Et je n'avais encore jamais rien vu de pareil. Les enquêteurs examinent la dérive repêchée dans la baie Jamaïca pour comprendre pourquoi elle s'est détachée. Chose rarissime, la dérive avait cassé lors d'un vol de routine. Et on a cherché quel facteur était entré en jeu. En analysant la pièce, ils font une constatation étonnante. La fixation s'est arrachée. La dérive est reliée au fuselage notamment par 3 paires de fixations qui, pour une raison inconnue, ont toutes cédé. La surprise est de taille, car ces pièces sont faites à partir d'un matériau composite censé être plus solide que l'acier. A-t-on surestimé sa résistance? C'était le premier accident où une pièce de grande taille en composite cassait. Donc, cette question s'est imposée à nous. Formés de centaines de couches de fibres de carbone et de verre, solides et légers, les composites entrent de plus en plus dans la fabrication des aéronefs.
Il y en a dans presque tous les avions à un endroit ou un autre. Boeing compte en faire le matériau principal de son 787 Dreamliner. Mais si les composites sont aussi fragiles, ils risquent de coûter la vie à des milliers de gens. S'il s'agissait d'un défaut structurel, il concernait non seulement l'avion accidenté, mais tous les autres A300, auquel cas il fallait l'identifier au plus vite. En examinant le dossier de fabrication de l'avion tombé dans le Queens, les enquêteurs découvrent des éléments troublants au sujet des fixations de la dérive. En examinant le dossier de fabrication concernant cette dérive, nous avons découvert qu'une inspection avait signalé un délaminage important. Victime d'un défaut de cohésion entre plusieurs couches, le composite s'épluche, épaisseur après épaisseur. En cas de délaminage, la résistance de la structure diminue. Airbus avait réparé la pièce avant de livrer l'avion à American Airlines. Mais si le composite a déjà cassé, le phénomène s'est peut-être reproduit. Le souci, c'est un dégât à peine visible dû à un choc. Envoyez ça au labo. À l'œil nu, on ne le voit pas. Les enquêteurs analysent le composite au microscope à la recherche d'un délaminage. Ça me paraît bon. Mais rien n'indique un décollement des couches. Si le problème ne provient pas du matériau, peut-être faut-il chercher du côté de la conception des fixations. Pour les tester, les enquêteurs font appel à l'avionneur. Airbus s'est beaucoup investi dans l'enquête pour obtenir une réponse et pour défendre son produit. On commence? Allons-y. Les fixations résistent-elles comme prévu à une force de 445 kN? Arrêtez. 445 et ça tient. Tout va bien. La pièce répond aux exigences. Ça confirmait le fait que la conception des fixations de la dérive était bonne. Mais le test n'est pas terminé. Continuez. La machine accentue la pression. « 667. Il faut savoir quelle force la pièce a subie pour qu'elle finisse par céder. Continuez. Et la réponse claque. Lors de l'arrachement, la fixation arrière droite a subi une force d'environ 900 kN. Soit le double de ce qu'elle était censée encaisser. D'où venait une telle pression? Pour une raison encore inconnue, une force bien supérieure à celle qu'un A300 doit normalement rencontrer a arraché la dérive. D'après l'enregistreur phonique, l'appareil avait décollé 1 minute 30 ou 2 minutes après un Boeing 747 de la compagnie aérienne nationale japonaise. Turbulence de sillage? Ouais. Le commandant a signalé des turbulences. Ce phénomène a-t-il provoqué l'arrachement de la queue? Qu'est-ce qui se passe? Les turbulences de sillage proviennent de l'écoulement de l'air autour des ailes. Lorsque les deux courants se rejoignent au bout de l'aile, ils forment un violent tourbillon. Imaginez 2 tornades qui jaillissent du bout d'aile. L'impact des turbulences varie selon la taille de l'avion qui les traverse.
Les petits avions qui suivent un gros porteur sont particulièrement vulnérables et la violence des turbulences peut s'avérer dévastatrice. Pour s'en prémunir, les pilotes doivent rester à une certaine distance derrière les autres avions. Ceux du vol 587 l'ont-ils mal évalué avant de décoller derrière le 747 japonais? Japan Airlines 47. Piste 31 gauche, autorisé à décoller. L'avion de la Japan Airlines part à 9h11. American 587, Kennedy Tour. Turbulence de sillage. Piste 31 gauche, maintenez au point d'arrêt. Tu as les commandes. Le contrôle aérien avait signalé les turbulences derrière le 747. 1 minute 30 après, l'A300 décolle dans la même direction. 587. 31 gauche, autorisé à décoller. Le copilote s'inquiétait de l'écart avec le 747. L'écart te convient? Ça ira quand on sera au roulement. Cet avion devrait être à 5 nautiques lorsqu'on sera en l'air. Donc ça te va. C'était trop près? Si les pilotes ont mal évalué la distance les séparant du 747, les données du radar de l'aéroport devraient l'indiquer. Les enquêteurs déterminent donc l'écart entre les avions. 5 nautiques, ça suffisait. Le vol 587 était à distance de sécurité, à l'abri des turbulences de sillage. L'espacement respectait les règles de l'aviation civile. Il y a des turbulences, la queue s'arrache. C'était des super turbulences. Il fallait déterminer leur puissance. Plusieurs facteurs affectent la force et la direction des turbulences, à commencer par la météorologie. Météo et turbulences de sillage sont indissociables. Ces dernières sont quasiment un phénomène météo, puisque ce sont des masses d'air en mouvement, alors qu'il n'y a pas de vent. Elles forment une ligne droite, et elles ont un impact sur ceux qui se présentent derrière un avion. Les tourbillons de bout d'aile emportés par le vent traversier continuent de tournoyer tout en se déplaçant latéralement. Vent 11 nœuds. Quand le vol 587 a décollé, le vent était très faible, ce qui n'a sûrement rien arrangé. En effet, il n'a pas dissipé les tourbillons. Des scientifiques de la NASA déterminent la force des turbulences. Ils ont dit qu'au moment où l'A300 les a traversés, les turbulences de sillage du 747 s'étaient estompées de 20 à 40%. Sachant que la dérive résiste à environ 900 kN, les turbulences dans le sillage d'un 747, même au maximum de leur puissance, ne suffisent pas à arracher la queue d'un A300. Et à 80% de leur intensité, elles ne font aucun dégât. Pas de quoi arracher la queue d'un Airbus. Restent les mouvements inhabituels de la gouverne de direction. 11 degrés à gauche. 11 à droite. La gouverne de direction était allée d'un côté à l'autre au maximum de son débattement plusieurs fois et très rapidement. À ce moment-là, on ne savait toujours pas pourquoi, mais c'était quelque chose qui nous interpellait. 11 degrés à gauche. 11 à droite. Il a arraché sa dérive? Il fallait savoir si ce mouvement avait été assez violent pour briser la queue. Normalement, un pilote n'actionne la gouverne de direction que de quelques degrés. Et les enquêteurs se demandent si le mouvement très marqué imprimé à celle de l'A300 a créé une force aérodynamique suffisante pour arracher la dérive. Pour le savoir, dans un simulateur informatique, il déplace la gouverne de direction de 11 degrés dans les deux sens 3 fois, comme l'a fait Stan Moline.
À chaque débattement, les charges aérodynamiques sur la queue augmentaient. Là, ça aurait suffi. Tout est venu de l'augmentation des charges. Seule la façon dont les commandes ont été actionnées a conduit à une rupture de la structure. Il l'a fait tout seul. C'est comme quand vous mettez la main à l'extérieur d'une voiture qui roule à 100 km/h. Vous sentez qu'elle est poussée vers l'arrière. Mais faites la même chose en roulant à 400 km/h et vous pouvez dire au revoir à votre main. Que c'est-il? C'est exactement ce qui est arrivé à l'avion. Mais reste à savoir pourquoi. Après avoir épuisé plusieurs possibilités, on s'est intéressé au pilotage. À l'évidence, l'équipage n'aurait dû avoir aucun mal à traverser les turbulences. Les études de la NASA ont montré que les turbulences de sillage n'étaient pas très fortes et donc faciles à gérer. Quand un avion aussi gros qu'un A300 traverse des turbulences, il ne subit qu'un inconfort momentané. Eh bien, Puis le vol reprend normalement. Mais pas cette fois. Turbulence de sillage? En faisant cette remarque, Ouais, le commandant remettait peut-être en question la réaction du copilote, pensant qu'il n'y avait pas de quoi en faire un plat. Ça va? ouais, ça va. L'attitude du copilote était surprenante. Il n'aurait pas dû réagir de manière aussi agressive. Pourquoi un professionnel expérimenté a-t-il actionné ainsi la gouverne de direction pour se dégager des turbulences? Les enquêteurs découvrent une piste étonnante en interrogeant d'anciens collègues de Stan Moline. On a soupçonné une réaction excessive. Alors, Il y avait quelque chose d'insolite. Il avait pour habitude de réagir de manière très agressive aux turbulences de sillage. il l'a fait il y a 7 ans. Il avait actionné les pédales rapidement dans les deux sens, à la surprise du commandant. Très violemment. Quand son collègue lui avait demandé pourquoi, le copilote avait répondu que ses collègues et lui avaient appris à faire comme ça. La compagnie aérienne forme-t-elle ses pilotes à exécuter une manœuvre aussi dangereuse? Si tel est le cas, un même drame est peut-être imminent. Sors-nous de là! Les enquêteurs partent du principe que le copilote a fait ce qu'on lui avait enseigné en réagissant trop violemment à des turbulences de sillage. Il a peut-être pris cette dangereuse habitude à cause d'un scénario d'entraînement d'American Airlines. Il consiste à faire faire au pilote une manœuvre de rétablissement pour sortir d'un roulis allant jusqu'à 90 degrés. Un événement rarissime. Ça n'arrive pas. On récupère bien avant, dès que le roulis est de 5 degrés. On ne laisse jamais l'avion aller jusqu'à 90. Attendez jusqu'à 90 degrés. Et pour rendre l'exercice plus efficace, le simulateur était malheureusement programmé pour ne pas prendre en compte les premières actions des pilotes. Récupérez. Pour récupérer, il faut alors actionner fortement la gouverne de direction. Pourvu que ça ne m'arrive jamais. Or, ce scénario est pour ainsi dire irréaliste. D'où sort cette situation? Ça explique tout. C'était l'exemple d'une formation qui ne reflétait pas la réalité.
les pilotes sont confrontés à une éventualité impossible. Quand vous serez dans les turbulences du 747 qui vous précède, le phénomène commencera. Et ces turbulences provoquent un brusque roulis. C'est rare qu'elle fasse basculer un avion de plus de 10 degrés. Et c'est facile à récupérer. Malheureusement, l'exercice était exagéré. L'avion s'inclinait d'abord un peu d'un côté et ensuite de l'autre côté, très brutalement, jusqu'à 90 degrés, ce qui est énorme. On a établi que la compagnie aérienne formait mal ses équipages. Le copilote avait réagi avec excès, mais on a compris pourquoi. Turbulence de sillage? Ouais. Stan Moline a appris que des turbulences de sillage peuvent provoquer un basculement catastrophique. Plein gaz. Ça va? Le commandant demande si ça va. Et, détail important, il ne met pas la puissance maximale parce que ça ne lui semble pas approprié. Le copilote réagit en tournant le volant et la gouverne de direction dans les deux sens. Tiens bon, tiens bon. Comme il a cru qu'il y avait des turbulences, le copilote a actionné les commandes dans tous les sens, sans se rendre compte que c'était lui l'origine du problème. Le copilote a trop actionné la gouverne, sans laisser l'avion se stabiliser. L'A300 est parti dans un sens, puis brutalement dans l'autre. Ce qui a imposé des contraintes énormes à l'empennage vertical. Ces manœuvres mettent la dérive à si rude épreuve qu'elle finit par casser. Qu'est-ce qui se passe? Sors-nous de là! Sors-nous de là! American Airlines a changé la procédure à suivre en cas de turbulence de sillage. Une fois qu'il est devenu évident que la formation était inadaptée, American Airlines, et c'est tout à son honneur, a revu ses méthodes pour éviter ce genre de comportement. Le simulateur de la compagnie a été modifié pour prendre en compte les premières actions des pilotes. Ils apprennent à ne pas utiliser la gouverne de direction à grande vitesse et un signalement lumineux leur indique qu'il ne faut pas qu'il lui donne un débattement trop prononcé. Quand on me demande ce qu'il faut retenir du vol 587, je réponds toujours que c'est le deuxième accident le plus meurtrier de l'histoire des États-Unis. J'ai tout perdu, mais il y a eu tant de morts que je relativise. Depuis, le transport aérien a procédé à des changements majeurs en matière de formation pour permettre aux pilotes de comprendre ce genre de situation afin qu'un tel accident ne se reproduise plus.